prochaine fois, puis pas seulement la prochaine fois, mais qu'on s'assure que les soins sont bien donnés dans ce réseau de CHSLD pour l'avenir. La Saskatchewan a donné une idée du déconfinement. Ce n'est que la semaine prochaine, il faut le souligner, c'est pas aujourd'hui que M. Legault va annoncer les détails du déconfinement au Québec, c'est-à-dire la séquence, et la séquence qui ne sera pas la même qu'on soit à Montréal, Laval ou qu'on soit ailleurs au Québec. On comprend que la situation est tellement différente que le déconfinement ne peut pas se faire de la même façon. Les écoles à Montréal, ne retenez pas votre souffle, on verra, mais on pourrait être étonné si ça ouvre avant la fin de l'année. Mais les écoles dans le Bas-Saint-Laurent, à Québec, ailleurs, Sébastien, on peut imaginer que les écoles primaires, en tout cas, puissent rouvrir en partie avant la fin de l'année scolaire. Oui. Et qu'il y ait des entreprises aussi qui puissent rouvrir pour relancer l'économie dans ces régions-là, c'est lié. C'est-à-dire que dans l'esprit du gouvernement, si on envoie des gens travailler, il faut qu'ils puissent aussi partir l'esprit tranquille le matin avec des enfants dans des services de garde ou à l'école. Alors, on aura le bilan quotidien avec les données, peut-être d'autres discussions sur ces différences de calcul. Fait-on valoir à Québec, on verra. Mais je vous laisse donc pour la conférence de presse quotidienne. Du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 109 nouveaux décès pour un total de 1243. Donc, mes pensées sont avec toutes les familles, les proches des personnes qui sont décédées. On a maintenant 21 838 cas qui sont confirmés. C'est une augmentation de 873. On a 1411 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 133. On a 207 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 8. Notre priorité, ça demeure de trouver du personnel dans les CHSLD, mais je dirais dans l'ensemble du réseau de la santé. On a actuellement 9 500 personnes qui sont absentes dans l'ensemble du réseau. Et juste au cours de la journée d'hier, c'est 800 de plus qui sont ajoutés. Donc, 8 500, on sait qu'il y en a à peu près 4 000 qui sont infectés. Ça veut dire qu'il y en a quand même 5 500 qui sont absents pour d'autres raisons. Entre autres, on le sait, certaines personnes craignent d'attraper le virus. Puis je pense qu'il ne faut pas porter de jugement, il faut les comprendre. Par contre, vous allez comprendre qu'un réseau où on a une situation qui est quand même plus difficile qu'à l'habitude, avec 9 500 personnes absentes, c'est énorme. Donc, je veux aujourd'hui lancer un appel à ces personnes-là qui sont à la maison, dans certains cas qui complètent une période de 14 jours après avoir été infectés. On a besoin de vous. On a besoin de vous. D'abord, je le répète, on a tout l'équipement de protection individuelle. Puis il y a des directives claires qui sont envoyées partout là, pour ne prendre aucune chance, aucun risque pour votre sécurité. Donc, je vous le demande, là, on a besoin de vous. Le réseau ne peut pas fonctionner avec 9 500 personnes absentes. J'en profite aussi pour dire que la prime ou les primes de 4 et 8 qui devaient se terminer le 30 avril vont se prolonger jusqu'au 31 mai. Donc, je comprends que c'est pas nécessairement une question d'argent, mais quand même, cette situation-là, puis c'est comme une reconnaissance qu'on vous donne. Je veux vous dire aussi que pour les préposés aux bénéficiaires, les négociations, on me dit qu'elles avancent très bien avec les syndicats là, pour qu'on puisse bonifier le salaire des préposés aux bénéficiaires de façon permanente. Donc, mon message est clair, là, les 9 500, mais je pense entre autres aux 5 500 qui ne sont pas infectés, là, on a besoin de vous autres dans le réseau de la santé. Je reviens sur... Pardon.
Je reviens sur le bilan. On a 109 décès de plus au cours des derniers 24 heures. 93 viennent des résidences pour aînés, donc CHSLD, RPA, RI. C'est pas moins grave parce qu'elles viennent de ces résidences. Mais c'est juste pour vous dire, puis reprendre un peu ce que j'expliquais hier, on a vraiment au Québec deux mondes, là. On a le monde des CHSLD, puis on a le reste de la société où la situation est pas mal sous contrôle. Puis je veux revenir sur les inquiétudes de certaines personnes, entre autres certains parents, sur la réouverture qu'on annoncera la semaine prochaine. D'abord, je veux préciser une chose. Quand on dit qu'on va annoncer un plan la semaine prochaine, il n'y a rien qui va réouvrir la semaine prochaine. Là, ça va juste être un calendrier pour les semaines suivantes. Bon, d'abord, vous dire, quand on regarde les décès jusqu'à présent, 97 % des décès sont des personnes de 60 ans et plus. Donc, les personnes plus jeunes sont vraiment très peu à risque. Ce qu'on sait aussi, c'est que probablement, il n'y aura pas de vaccin contre la COVID-19 avant plusieurs mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Donc, il y a une situation où je veux essayer d'expliquer le concept d'immunité naturelle. Je sais que c'est pas simple, je vais essayer quand même de le faire. On a actuellement un virus qui est très puissant et le facteur de multiplication là, est entre 2 et 4. Supposons qu'il soit de 2. C'est déjà beaucoup. Je suis certain que pour toutes sortes de raisons, vous avez déjà fait ce calcul-là dans votre tête. Si une personne infecte 2 personnes, les 2 personnes infectent 4, 8, 16, 32, 64. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Ça va très vite. Si par contre, puis ça c'est important de le dire, là, selon les spécialistes, une personne qui a eu le virus est immunisée au moins pour un certain temps. Supposons que la moitié de la population est immunisée. Okay? On n'est pas là du tout, là, on est en bas de 10 %. Mais supposons qu'on en vient éventuellement à ce que 50 % de la population soit immunisée. Ça veut dire, je reprends mon exemple d'une personne, au lieu de n'infecter 2, elle va n'infecter 1. Donc, on va avoir, au lieu d'avoir 1, 2, 4, 8, 16, on va avoir 1, 1, 1, 1, 1. Donc, vous voyez, la situation est beaucoup plus sous contrôle si on arrive à avoir une partie de la population qui est immunisée. C'est ce que les spécialistes appellent l'immunité naturelle. Donc, ce qu'on a fait au cours du dernier mois, c'est de ralentir la propagation, donc ralentir le 1, 2, 4, 8, 16, en demandant aux gens de rester à la maison. Par contre, si tout le monde reste à la maison, bien, la situation reste la même. Et on se retrouve dans une situation où on doit attendre le vaccin qui va arriver peut-être dans 1 an, peut-être 2 ans. On ne peut pas demander aux gens de rester chez eux pendant 2 ans. Donc, l'idée, c'est d'y aller très graduellement pour que les personnes qui sont moins à risque bien, puissent développer des anticorps, là, être capables de devenir immunisés. Mais il faut y aller très graduellement. Hein, je vous le répète, le mot, là, graduellement. Donc, il faut comprendre, là, si tout le monde reste immunisé, si tout le monde, pardon, reste à la maison, il n'y a personne qui s'ajoute dans les personnes immunisées. Donc, le risque qu'on a, si on gardait tout le monde confiné pendant encore des mois, c'est qu'on pourrait... La pire chose à faire, ça serait de dire aux gens, vous sortez tous en même temps au mois de septembre ou à l'automne. Ça serait la pire chose. Là, on pourrait imaginer à ce moment-là une vague
qui serait plus grande que la vague qu'on a connue depuis un mois. Donc, il faut profiter des prochains mois, là, d'ici l'automne, pour graduellement commencer à déconfiner. Parce qu'en plus, à l'automne, il y a le virus de la grippe là, qui s'ajoute. Donc, ça pourrait être très grave là, de dire on retarde la sortie de tout le monde à l'automne. Il faut y aller graduellement. Puis je le répète, là, on va déposer un calendrier la semaine prochaine pour les écoles, pour les entreprises. C'est un calendrier, il n'y a pas rien qui ouvre la semaine prochaine. Puis c'est un calendrier qui va être réajusté au fur et à mesure par l'équipe du Dr Arruda, c'est-à-dire qu'en regardant l'évolution des hospitalisations, toutes les données, les fameux ARO, là, pour voir le nombre de personnes qui sont infectées dans chacune des régions du Québec, nous, là, on n'ouvrira rien avant d'avoir le OK du Dr Arruda et de son équipe. Donc, je veux juste qu'on soit très clair, là, puis en plus, bon, je le disais, pour les parents qui, malgré tout, continuent d'avoir des inquiétudes, ça ne sera pas obligatoire d'ici le mois de septembre, là, donc pour le printemps, d'envoyer vos enfants à l'école. Mais, je vous le répète, le concept d'immunité naturelle, c'est pas une question de prendre des enfants comme des cobayes, c'est de dire les personnes qui sont moins à risque, donc les personnes de moins de 60 ans, bien, il peut y avoir une immunité naturelle qui va empêcher une vague. Puis la raison, encore une fois, pourquoi on veut éviter la vague, c'est pour éviter de perdre le contrôle dans le réseau de la santé. Là, on l'a perdu un peu dans les CHSLD, mais on l'a bien gardé solide dans nos hôpitaux. Donc, il ne faudrait pas que les hôpitaux deviennent débordés parce qu'on sort trop vite, qu'on sort toutes les personnes en même temps. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Un mot sur les équipements de protection. Bon, d'abord, vous dire, là, des masques, que ce soit des masques de procédure ou des masques N95 et des gants, là, il y en a amplement pour les prochaines semaines, donc il n'y a aucune inquiétude à y avoir. Là où c'est plus serré, où on en a à peu près pour une semaine seulement, ce sont les blouses. Bon. Mais là, heureusement, on a travaillé très fort au cours des dernières semaines à convaincre des entreprises ici au Québec d'en fabriquer. Il y a des entreprises qui commencent actuellement à nous livrer des blouses, puis on pense qu'avec ces volumes-là qu'on commence à recevoir, ça va nous permettre d'en avoir assez pour passer au travers. Donc, mes remerciements du jour, vous allez me voir venir, c'est pour remercier les dirigeants de ces entreprises-là, puis les employés. Je sais que dans certaines entreprises, pas toutes, là, mais dans certaines entreprises, on travaille jour et nuit à fabriquer des blouses pour notre personnel médical. Donc, je veux les nommer, les entreprises. Donc, je veux remercier les employés de Delfab, Georges Couré, MIP, Le Château, Logistique Unicorp, Samuelson, Second Clothing, Sean, Tricot Liesse et Vêtements SP. Merci, merci beaucoup aux dirigeants et aux employés. C'est grâce à vous autres qu'on va régler notre problème de blues pour tout le personnel médical. Donc, je termine en vous disant, on vit une période qui n'est pas facile. Pas facile pour l'équipe, pas facile, bien sûr, pour tout le personnel qui est sur le front avec les patients, en particulier dans les résidences pour aînés. Mais on ne doit pas se laisser abattre. Au contraire, il faut se dire, là, on se relève les manches et on va s'occuper de nos personnes les plus vulnérables. On leur doit ça. Et je vais être bien clair, ce n'est pas le temps de chercher des coupables. On aura du temps après pour chercher des coupables. C'est le temps d'être tous unis, de tous se serrer les coudes. Et si on est ensemble, bien, on va s'en sortir ensemble. Merci tout le monde. Merci. Maintenant en anglais. Yeah, a few words in English. Good afternoon. Bonjour. We're going through tough times. Nous vivons une période difficile, mais il ne faut pas se décourager. Il faut s'entraider. Il faut rester unis. Notre priorité est de déployer plus de personnel
dans les maisons pour aînés. J'aimerais remercier les gens qui se portent volontaires et qui viennent travailler dans les résidences. J'ai d'ailleurs un mot pour les travailleurs de la santé qui viennent de terminer leur quarantaine. S'il vous plaît, revenez nous aider. Nous avons besoin de vous. Nous devons continuer notre effort commun. Nous devons rester unis. C'est comme ça que nous y arriverons tous, ensemble. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Mathieu Dion, Radio-Canada. Pour que ce soit clair, là, avec la recherche d'une immunité collective de 60-80 %, dites-vous aux Québécois, là, la majorité d'entre vous, allez attraper la COVID. C'est plate, ça fait peur, mais on n'a pas le choix. Bien, ce qu'on dit, là, c'est qu'il faut qu'il y ait une immunité qui se développe dans les prochains mois. Je pense pas là, que si on faisait un grand sondage puis un référendum, que les Québécois ont le goût de rester 2 ans. Puis ça pourrait être ça, là, avant qu'on ait un vaccin. Donc, il faut qu'il y ait, oui, une immunité, mais très graduelle. Puis évidemment, à travers tout ça, il faut protéger les gens qui sont plus vulnérables. Ça veut dire les gens qui ont 60 ans et plus, donc qui représentent actuellement 97 % des décès. Mais quel pourcentage, selon les régions? Bien là, évidemment, plus il y a de gens immunisés, moins il y a de risques d'avoir une augmentation exponentielle. Sur votre demande de militaire, Justin Trudeau semblait accepter un peu à contre-cœur. Tantôt, soulevant des doutes sur la gestion en CHSLD. Je vais le citer. En ce moment, on voit des tragédies épouvantables dans les CHSLD à travers le pays. C'est inacceptable. Au Canada, nos militaires ne devraient pas prendre soin de nos aînés. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on va devoir examiner comment on en est arrivé là. Que lui répondez-vous? Bien, écoutez, on a 9 500 personnes qui sont absentes dans le réseau. C'est pas unique au Québec, là. On a ça à peu près partout dans le monde. Soit ils sont infectés ou soit, dans certains cas, ils sont à risque. Je pense entre autres aux femmes enceintes. Donc, on peut bien essayer de se dire c'est pas normal, mais on vit pas une situation normale. On est en crise. On a besoin de bras. On a des étudiants qu'on est en train d'ajouter graduellement, mais il nous manque de bras. Puis bon, il y a ces gens de l'armée qu'on demande. On en demande 1000. Pour l'instant, on a une centaine des gens de l'armée qui sont qualifiés. Bon, il y en a un autre 200 qui est dans le nord, là, les Rangers qui aident les régions nord. Mais là, dans nos CHSLD, on a besoin des 1000 soldats. J'espère qu'on va être capable de les envoyer au cours des prochains jours. Très bien. Prochaine question. Mylène Crête, Le Devoir. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir, vous parlez d'une réouverture graduelle. Avez-vous pensé, par exemple, aux enfants qui sont en famille d'accueil, qui ne peuvent pas voir leurs parents biologiques depuis 7 semaines? Est-ce que vous envisagez des mesures là, pour permettre à ces parents-là et ces enfants-là de se voir comme ils pouvaient le faire avant? Oui, bien écoutez, c'est évidemment, on est dans une situation qui est exceptionnelle. Je peux comprendre que ça crée des problèmes, entre autres, pour les familles biologiques par rapport aux familles d'accueil. On va essayer de régler ça cas par cas, mais vous allez comprendre que, je l'expliquais tantôt, là, il faut que les gens, tranquillement, se déconfinent, mais tranquillement, graduellement. Donc, est-ce qu'on est capable d'inclure certaines personnes pour aller voir leur famille biologique? C'est du cas par cas. Je pense qu'il faut être ouvert, sensible à ça, mais il faut comprendre aussi qu'on est dans une situation où on évite justement que trop de personnes se rencontrent. Vous parlez qu'il y a de nombreuses absences dans le réseau de la santé. Je me demandais, est-ce que les sommes fédérales qui sont remises aux gens qui ne travaillent pas ont joué un rôle dans ces absences-là? Bien, écoutez, on a mis en place un système de boni. Là, on a mis un système d'abord 4 8 un système dans les résidences privées, 4 de l'heure. On a mis aussi un programme de 400 par mois pour ceux qui gagnent moins que 2 000 dans les épiceries, puis en général. Bon, là, il y a un nouveau programme pour les étudiants. C'est sûr que ça peut avoir un certain impact. Mais en général... Des gens qui sont tentés de rester à la maison puis de récolter
pas avoir un impact. Je pense qu'il faut quand même mentionner que les gens qui sont à la maison, comme M. le Premier ministre disait, des femmes enceintes, des personnes immunosupprimées, des personnes qui sont infectées ou des personnes qui ont été en contact, qui ont une période là, de quarantaine, elles reçoivent leur salaire. Alors, il y en a peut-être là, que ce qui est donné par le fédéral là, a attiré, mais il y a quand même un bon groupe là, qui sont déjà prévus qu'on rémunère selon leur rémunération habituelle. Merci. Toujours en se limitant à une question, une sous-question. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, M. le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. D'abord, M. Arruda, quel est le taux d'immunisation, en fait, le taux comment je vais l'exprimer comme il faut, là. C'est quoi le pourcentage que ça prend dans une population de gens qui ont été infectés pour avoir ce qu'on appelle l'immunité de groupe? Parce que je lisais ce matin, l'Institut Pasteur parle de 70 % je pense, autour. Les chiffres sont pas... Il y en a qui disent que c'est un peu en bas de ça. À votre avis, à vous, là, quel est le taux d'immunisation que ça prend là, pour avoir cette espèce d'immunité de groupe dont on a besoin? Ça dépend de chacune des bactéries ou des virus comme tel. Mais dans ce cas-ci, je dois avoir évalué. Dans ce cas-ci, on va vous dire, tout dépendamment du R0. OK? Avec le R0 initial qui avait été calculé en Chine entre 2 points quelque chose et 3 points quelque, on disait à peu près 60 % à 65 % de la population, on pouvait avoir une certaine immunité de masse. Par contre, avec des R0 qui sont réestimés actuellement, dans certains endroits jusqu'à des 5, puis à des 5,8 et même beaucoup plus dans certaines cohortes, à ce moment-là, on augmente le taux d'immunité de masse autour de 80-85 %. Juste pour vous donner un exemple, un virus très contagieux comme la rougeole, ça prend 95 % pour éviter les épidémies comme tel, pour que le virus fasse quelques cas, mais pas créer des épidémies. Donc, si on n'est peut-être pas au même niveau que la rougeole, mais on est probablement autour de, en tout cas, entre 60 et 80, on est dans une fourchette que je vous dirais qui est acceptable, mais encore là, tout dépendamment du R0. Ma prochaine question, ça fait référence à ce que vous avez dit il y a quelques minutes, M. Legault, en disant tout à l'heure que, bon, on a perdu le contrôle dans les CHSLD, mais on l'a gardé dans nos hôpitaux. Mais on a de plus en plus de témoignages de gens qui ont été infectés dans les hôpitaux. Je vous en cite quelques-uns. Un homme de 90 ans qui, jeudi dernier, est entré à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières pour une problématique qui n'avait rien à voir avec le COVID-19. Il a été testé négatif à son arrivée. Il est ressorti 4 jours plus tard et il était positif à la COVID. Ensuite, un autre cas, un homme de 70 ans qui est entré à l'hôpital Charles-Lemoine pour traiter une infection urinaire qui a mal tourné finalement parce qu'il est rentré négatif. À sa sortie, il était positif. Puis en plus, il a infecté sa femme avant que cette dame-là, qui a 73 ans, puisse savoir qu'il était positif. Alors, il semble y avoir des cas de contamination en ce moment dans les hôpitaux, là. D'abord, je dirais que les cas que vous mentionnez, je pense que ce sont des exceptions. Je pense que les directives qui ont été mises en place pour le port, entre autres, du matériel de protection, puis pour les délimitations de zones chaudes, je pense la grande majorité des cas, les directives ont été suivies. Quand je disais tantôt qu'on a réussi à garder le contrôle dans nos hôpitaux, c'est qu'on avait prévu jusqu'à 8 000 lits pour les COVID-19, les cas de COVID-19. En date d'aujourd'hui, on a 1 400 personnes atteintes de la COVID-19 qui sont hospitalisées. Donc, on a encore une marge. Moi, ma plus grande inquiétude, il y a un mois, c'était qu'on dépasse le 7 000 ou le 8 000 dans les hôpitaux et que là, on perde le contrôle. Mais là, on a très bien gardé le contrôle dans les hôpitaux. Les gens qui ont été infectés dans des endroits où ils étaient traités pour la COVID, ils étaient traités pour autre chose. Ils ont été infectés probablement par du personnel ou... Oui, mais c'est arrivé dans les CHSLD, c'est arrivé dans certains hôpitaux. Il y a possiblement, effectivement, des directives qui n'ont pas été suivies parfaitement partout, mais je pense que ça demeure des exceptions. Ça demeure des exceptions, puis les directives sont claires. Puis je pense que dans les milieux hospitaliers, c'est bien suivi d'avoir vraiment des zones chaudes, des zones froides, donc qui ne communiquent pas. Hein. On ne doit pas, là, pour quelqu'un qui n'a pas la COVID-19, aller dans une zone chaude de toute évidence, et l'envers aussi. Alors, c'est des cas d'exception, puis évidemment, il faudrait retracer l'épidémiologie par rapport à ces situations-là. Je me tourne un peu vers Dr. Arruda. Qu'est-ce qui a pu se passer?
C'est toujours possible qu'il y ait une transmission, une acquisition en milieu hospitalier. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire que c'est impossible. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de transmission soutenue à l'intérieur de l'établissement puis qu'on traite ces éléments-là. Et dans ce cas-ci, si vous me permettez, la patiente aurait pu attraper le COVID-19 à l'intérieur, à l'extérieur, rentrer à l'hôpital, être testé négatif au premier test parce qu'il est encore en période d'incubation, le test n'est pas assez sensible, et être testé par après. Tout dépendamment de la durée de séjour, puis etc. Et du moment où on fait le test par rapport potentiellement à une exposition. Je veux pas comme là, c'est parce que vous m'avez dit qu'il est rentré, testé négatif et devenu positif. La durée de séjour semble avoir été 4 jours, j'ai bien compris. Donc, ça se pourrait qu'il l'ait attrapé dans la communauté, qui a été testé au début à l'hôpital négatif parce qu'il était négatif, pas encore assez de virus pour être détecté, et qu'il l'a été par après. Mais ce qui est important, je pense, c'est que, et on le sait, des infections nosocomiales, ça existe dans les hôpitaux. C'est un endroit où il y a des bactéries, etc. Et les gens sont plus fragiles aussi quelque part. Mais l'important, c'est que si jamais il y a des cas dans une unité, bien, que ce soit contrôlé très, 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 très rapidement et qu'il n'y ait pas cette transmission-là soutenue, comme on l'a vu notamment dans les CHSLD. Il y en a, c'est possible, mais les protocoles sont aussi peut-être plus faciles à respecter parce que c'est pas non plus un milieu de vie, c'est véritablement un milieu de soins. On isole les patients dans leur chambre, c'est plus facile. Merci. Toujours une question, une sous-question. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, c'est peut-être encore un peu tôt pour faire des bilans, mais la question se pose quand même. Au moment venu, allez-vous commander la tenue d'une enquête publique sur la gestion des CHSLD? Avant-hier encore, M. Arruda y a fait allusion. Est-ce que ça peut être dans l'arsenal des possibilités du gouvernement pour aller au fond de la question? Moi, j'exclus rien. Par la suite, il faudra effectivement faire un bilan puis voir ce qui est arrivé. Mais en même temps, bon, il faut comprendre qu'avec 9500 personnes absentes dans le réseau de la santé, là, c'est une situation qui est très tendue. Et en sous-question, si vous permettez, vous avez déjà un comité qui réfléchit à la relance économique. Vous avez déjà annoncé la tenue d'un plan de déconfinement. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour qu'on élargisse la réflexion pour d'autres parties prenantes impliquées, parce qu'il s'agira probablement de dizaines de milliards qui vont être investis, peut-être le plus gros plan de relance depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on vous dit aussi, vous n'avez pas le mandat, vous n'avez pas reçu ce mandat-là en 2018 pour lancer un tel plan de relance. Allez-vous ouvrir les discussions pour que plus de gens soient impliqués dans ce plan de relance-là, outre que vos ministres? Bien, absolument, absolument. Je pense qu'on va avoir toutes sortes d'opportunités au cours des prochains mois, des prochaines années, parce que ça va être une relance qui va se faire sur un certain nombre d'années. Là, pour l'instant, c'est de sauver le maximum d'entreprises possible. Donc, pour ça que le comité est restreint à quelques personnes. Mais ces personnes-là aussi contactent les gens qui sont dans les différentes industries, que ce soit dans le manufacturier, que ce soit les activités culturelles, les activités de tourisme. Donc, il y a beaucoup de consultations qui se fait à l'extérieur. Et il va falloir le faire aussi avec les partis d'opposition au cours des prochains mois, des prochaines années. Parce qu'effectivement, il va y avoir une nouvelle société qui va émerger de tout ça. Et puis, bon, déjà, j'ai parlé de l'importance d'une plus grande autonomie pour notre nourriture, pour tout notre matériel médical. Donc, il y a des ajustements importants qui vont être faits. On peut penser qu'il y aura moins d'importation de produits chinois ou de certains pays. Donc, l'importance de développer chez nous plus de production, de plus de sortes de produits. Donc, ce sera des discussions qu'on aura avec les partis d'opposition, mais avec la population, avec aussi nos entrepreneurs, parce qu'on a des entrepreneurs qui sont en train de changer leur façon de faire. Il se fait beaucoup plus de télétravail, puis il va s'en faire encore plus dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles façons aussi d'aller acheter. Déjà, ça existait beaucoup, là, les commandes en ligne, mais ça va s'accélérer. Donc, il va falloir, du côté du transport des marchandises, des livraisons à la maison, développer notre expertise, nos réseaux. Donc, beaucoup de travail à faire. Puis, effectivement, il y aura un débat de société qui devra avoir lieu autour de ça.
Merci. Donc, à mon tour, Marc-André Gagnon du Journal de Québec, Journal de Montréal. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, vous avez offert un mea culpa aux Québécois en disant « J'aurais dû augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires plus tôt. » Maintenant, là, aujourd'hui, est-ce que vous regrettez d'avoir surtout misé sur les médecins spécialistes pour combler les besoins urgents dans les CHSLD, alors qu'il y avait des milliers là, de mains levées depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, et qui ont été visiblement ignorées? Bon. D'abord, il faut comprendre que la situation a beaucoup évolué depuis une semaine. Je vous disais, là, seulement hier, on a 800 personnes de plus d'absentes dans le personnel de la santé. Donc, juste en 24 heures, là, la situation est très différente. Il nous manque 800 personnes de plus. Donc, quand on disait au début, parce qu'il nous en manquait beaucoup moins, on va se concentrer sur les personnes qualifiées, donc que ce soit des préposés, des infirmières, des médecins spécialistes, des médecins omnis, c'était, je pense, la bonne réponse à cette époque-là. Là, on est rendu à une autre étape. Il nous manque 9500 personnes qualifiées et on a demandé 1000 soldats. On est en train de rééplucher je contribue. Au début, quand on regardait les gens qui voulaient être volontaires, on essayait de trouver des gens qui avaient des qualifications en santé. Là, je vous dis que ce qu'on cherche, là, c'est beaucoup des bras, mais des gens quand même qui sont prêts à venir à temps plein, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de personnel en contact, du personnel différent d'une journée à l'autre. Donc, on cherche du monde à temps plein. Mais là, compte tenu des 9500 personnes qui manquent dans le réseau de la santé, là, on commence à chercher surtout des bras. Donc, au moins 1000 militaires qu'on souhaite, mais là, on est en train d'appeler aussi beaucoup de gens qui se sont portés volontaires, toutes les personnes qui veulent venir travailler à temps plein, même s'ils n'ont pas de qualification en santé, on va en ajouter. On est en train d'ajouter des étudiants de façon importante. Donc, la situation a beaucoup évolué depuis une semaine. Puis, bon, on va voir comment elle évolue aussi dans les prochains jours. Maintenant, Dr Arruda, je sais que vous avez une préparation là, qui se prépare, et une présentation plutôt qui se prépare et qui s'en vient. Vous allez donc recommander aux Québécois de porter le masque, surtout lorsque la distanciation sociale n'est pas possible. Mais dites-nous, là, pour que les gens à la maison comprennent bien, est-ce que ça va être une recommandation? Puis qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne respecteraient pas cette demande-là de porter le masque? Ça va être une recommandation assez forte, je vous dirais, là, particulièrement quand les gens vont prendre des transports en commun puis qu'ils ne pourront pas respecter la distanciation de 2 mètres. Par contre, la mesure, elle n'est pas, comment je pourrais vous dire, on ne peut pas la rendre obligatoire compte tenu de son niveau d'efficacité. En termes juridiques, ce serait excessivement contestable. Donc, ça va être une forte recommandation. Et puis, je pense que les gens, ce qui est très important, c'est que les gens qui vont avoir des symptômes, qui n'aillent pas sortir à l'extérieur comme tel, je pense que ça va devenir un sens civique. Quelqu'un qui ne veut pas être perçu comme un contaminateur va pouvoir le faire. Et puis, les moyens qu'on va vous donner vont être assez simples pour que la majorité des personnes puissent se fabriquer ou avoir un masque qu'on appelle un couvre-visage, on va l'appeler ainsi, qui va être adéquat et que les gens pourront utiliser quand ils iront sortir à l'extérieur. Merci. Maintenant, prochaine question. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour à vous trois. Question pour Mme McCann. À la lumière de la réouverture progressive des blocs opératoires, où en est l'état des stocks de médicaments, de propofol, entre autres? Bien, il y a eu un peu d'amélioration. On a commandé quand même une bonne quantité. Et là, je suis très prudente. Là, on a quand même une forme de garantie qu'on va les recevoir, mais vous savez, dans le contexte actuel, on attend de le recevoir pour dire qu'on a la commande. Mais disons que avec l'exercice qu'on a fait dans tous les établissements, avec l'INES, l'Institut d'excellence pour la bonne gestion des médicaments, les substituts aussi, ce qu'on a fait avec les fournisseurs, on est en meilleure posture, mais ça ne nous permet pas d'ouvrir at large les électives, les chirurgies électives. Alors, évidemment, on a toujours fait les urgentes et les semi-urgentes qui nécessitaient, mais là, on va ouvrir davantage sur les semi-urgentes qui pouvaient attendre, mais que là, après 1 mois ou 6 semaines, ne peuvent plus attendre, bien sûr, ça devient urgent.
Et peut-être dans certaines régions, on va pouvoir ouvrir un peu plus dans l'électif. Il faut être très, très prudent et c'est pour ça qu'il y a eu un travail très important qui a été fait dans les derniers jours avec le président de l'Association des chirurgiens du Québec et toute une équipe au ministère pour prioriser les chirurgies. Parce que ça, c'est important de le dire. Il faut qu'on ait un exercice qui fasse le plus de sens clinique. Et je veux rassurer encore une fois les gens qui attendent qu'il y a tout un exercice très rigoureux pour bien évaluer dans chaque établissement les priorités au niveau des chirurgies. Ça, c'est impératif. C'est en train de se faire. Quand je vous dis c'est en train de se faire, c'est fait aujourd'hui. Et donc, en tenant compte de l'urgence, de la gravité de la situation de la personne, et je vous parle de tous les domaines, en cancer, en neurologie, en chirurgie cardiaque. Alors, quand on ouvre un peu plus, il faut qu'on ait des critères là, très cliniques et tenant compte des médicaments, tenant compte de la disponibilité de la main-d'œuvre également. Alors, on a bien confiance qu'on va augmenter à 50 pour plusieurs établissements le volume de chirurgie à travers le Québec. Il peut y avoir des variantes d'une région à l'autre ou d'un établissement à l'autre, mais disons qu'en général, c'est vers ça qu'on se dirige. Excellent, merci. Mon autre question, Dr. Arruda, l'immunité collective, la stratégie qu'on s'apprête à adopter, pourquoi pas l'avoir faite il y a 6 semaines? Est-ce que le résultat aurait été le même? Est-ce que le 6 semaines qu'on vient de passer est, entre guillemets, perdu? Non, parce qu'il faut comprendre que, je l'ai dit, le temps d'arrêt était absolument essentiel pour voir comment le virus allait se comporter, puis pour maintenir une capacité de soins, là. Parce que si on n'avait pas fait ce temps d'arrêt-là, il fallait faire un confinement, là. C'est plus facile, je l'ai dit, de fermer l'interrupteur on-off que d'y aller par une façon progressive. L'acceptabilité sociale aussi n'aurait pas été là. On ne pouvait pas se permettre, à mon avis, de laisser le virus pénétrer la population québécoise et se multiplier. Et là, on aurait vraiment vu un pic important. Maintenant, il faut aussi comprendre que le confinement, là, il y a une question, si vous me permettez, d'immunité collective qu'on veut atteindre, mais il y a aussi un fonctionnement sociétal. Il y a des effets pervers à être confiné pendant longtemps. Il y a des enfants on sent qu'actuellement, les déclarations à la DPJ sont à la chute. Il peut y avoir plus de violence. Les gens peuvent avoir des comportements agressifs. Il y a des questions de santé mentale qui peuvent s'installer. Il va y avoir plein de médecins qui vont nous le dire. C'est pas seulement rien qu'une question, je vous dirais, d'immunité, c'est aussi une question de fonctionner dans une société. Il y a des plus vulnérables, particulièrement, qui n'ont pas toujours les moyens, qui vont chercher des ressources ailleurs, autour d'eux, qui sont touchés actuellement par les mesures de confinement. Donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en considération, parce qu'il ne faudrait pas nécessairement, il n'y a pas que la maladie, je vous dirais, associée au coronavirus, mais il y a aussi toute la santé mentale, toute la vie des individus, les dépressions, les problématiques de toxicomanie qui peuvent augmenter, d'alcoolisme aussi pendant cette période-là. Donc, il faut être capable de balancer ça. C'est impossible de rester confiné complètement, c'est pour ça que, quelque part, il fallait le faire pour éviter que notre système de soins soit pris de court. Il fallait faire le délestage. On a vécu malheureusement la situation très malheureuse des CHSLD, mais maintenant, on ne pourra pas rester dans le même mode. Mais attention, comme le dit le premier ministre, c'est pas graduel et c'est pas parce que certains groupes d'activités vont avoir lieu que nos personnes âgées, les plus vulnérables, que certaines personnes qui ont des maladies chroniques ou qui sont à risque vont pouvoir circuler librement comme si de rien n'était, parce qu'on veut justement encore les protéger. Merci. Maintenant, au tour de Gabriel Bélan, La Presse. Oui, bonjour. Concernant la stratégie d'immunité naturelle, j'imagine que connaître le taux d'immunité de la population va devenir une donnée très essentielle. Est-ce qu'on a une idée actuellement du pourcentage de Québécois qui auraient contracté le virus? Et aussi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on va pouvoir adopter des méthodes, par exemple des tests aléatoires, pour essayer justement de savoir ce taux-là? Oui, vos questions sont très pertinentes. Effectivement, si on le savait, on serait, ça nous aiderait à décider la vitesse de regradation, de réouverture. Écoutez, honnêtement, la proportion est probablement pas très élevée, là. Maximum 10 %, peut-être entre 5 et 10, probablement. C'est ce que nos experts nous disent, mais on va voir les surprises. Certes, elle est probablement plus élevée dans la région métropolitaine et à Laval qu'elle l'est au Bas-Saint-Laurent, par exemple, où le virus n'a pas circulé.
Donc, ce qui va se faire, c'est qu'on va avoir, premièrement, on va réouvrir, on va voir comment le virus va apparaître dans la population. On va faire des tests effectivement aléatoires dans certains territoires pour aller essayer de documenter le taux de transmission comme tel et particulièrement aussi ce qu'on appelle des études sérologiques. C'est-à-dire qu'on va faire des prélèvements auprès de certains groupes de population pour être capable d'identifier quelle est la proportion des individus parce que beaucoup de gens ont été infectés probablement, mais quand je dis beaucoup, c'est dans la limite de ce que je vous dirais. Écoutez, tant mieux si on a eu 50 comme tel, mais ça m'étonnerait. Compte tenu, je vous dirais, de l'opération, puis du non-impact, excluant les CHSLD, qu'on a eu dans notre système de soins, là, parce que si ça avait circulé beaucoup, il y aurait eu plus de cas, ça c'est sûr. En deuxième question, on voit certains États utiliser la technique du retraçage dans leur stratégie de déconfinement, comme l'État de New York hier qui a annoncé qu'il allait créer une armée d'enquêteurs pour essayer de trouver, finalement, remonter le fil des infections pour trouver les gens, finalement, plus rapidement. Ici, ces enquêtes épidémiologiques-là, est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes travaillent là-dessus au Québec et est-ce que ces efforts-là vont être augmentés avec le déconfinement? Oui, ils vont être augmentés. On demande à nos équipes, de la même façon qu'on demande aux entreprises de se préparer à travailler différemment. Nous, on augmente la capacité. Les équipes de santé publique doivent augmenter les capacités. Il y a 6 critères de l'OMS qui disent qu'il faut être fait, dont un qui s'appelle d'être capable de rapidement. Prenons un exemple, je vous donne un exemple, chantier de construction, il y a un chantier, et puis on se rend compte que 4 travailleurs qui sont malades, il va falloir faire des enquêtes excessivement rapides pour aller chercher le cas source, si c'est possible, les familles, etc., pour éviter que cette éclosion-là soit reliée à d'autres éclosions. Donc, c'est dès qu'il y a des cas, enquêter, circonscrire, puis empêcher que ça se transmette de façon importante et identifier quel aurait été le facteur dans le milieu qui aurait pu être la cause de l'introduction du virus. Merci. Prochaine question. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, on comprend là, que vous écrivez le livre puis qu'il n'en existe pas de livre. Là, vous l'écrivez à tous les jours. J'ai senti aujourd'hui, dans votre appel qui est multiplié depuis quelques jours, du désespoir, je me trompe? Non, je pense que les dernières journées ont peut-être été difficiles, mais le message que j'essaie de passer aujourd'hui, c'est justement de ne pas se laisser abattre, puis au contraire, de se relever les manches, puis travailler fort à reprendre le contrôle de la situation des CHSLD, essayer de créer de l'espoir aussi avec les réouvertures. Puis le message que j'essaie de passer justement aujourd'hui, c'est de dire quand on comprend mieux le concept d'immunité naturelle, bien, ça devient moins épeurant de réouvrir graduellement. Ça devient même souhaitable pour la santé de notre société. Donc, c'est une bonne nouvelle, je pense. Évidemment, on n'est pas épargné. On pourra éventuellement faire toutes sortes de comparaisons. C'est sûr que la situation est difficile dans les CHSLD pour toutes sortes de raisons. Mais si on regarde l'autre monde, c'est-à-dire tout ce qui est à part les CHSLD, bien, on a des raisons d'être optimistes. Bon, on voit plein de nouvelles là, qui éclatent à gauche et à droite. Encore ce matin, il y a peut-être ma question à Mme McCann ou au Dr Arruda là, est à 2 volets. On voit encore des infirmières qui portent des sacs de poubelle en guise de protection. Et il y a de l'éclosion, on me dit, dans des hôpitaux, Maisonneuve-Rosemont, Pierre-Boucher, Charles-Lemoine. Bon. Au niveau des blues, c'est vrai que la situation, elle a été un peu serrée, mais hier, on a reçu une bonne quantité de blues. Alors, il faut que ça soit distribué le plus rapidement possible. Et je sais qu'entre autres, il y avait un établissement à Montréal qui manquait de blues, ou en fait qui était sur le point de manquer de blues. On a distribué rapidement. Alors, on a bien noté les endroits que vous avez mentionnés, parce qu'on a reçu les blues. On va les distribuer, évidemment, le plus rapidement possible. Et on va s'assurer, là, je parlais d'ailleurs hier avec la nouvelle sous-ministre, Mme Savoie, qui va avoir en partie, qui va avoir cette responsabilité avec l'équipe du ministère. Là, M. Gendron a énormément fait de travail là-dessus, mais il y a énormément de travail à faire dans le cadre de la pandémie. Alors, il va poursuivre. Et on se disait, dans le fond, que c'est une question aussi de logistique. Il faut que l'équipement se rende rapidement, sans détour, vers les points de service, je vous dirais, parce qu'il y a 35 établissements au Québec.
mais il y a beaucoup plus de points de service, que ce soit dans le privé, les CHSLD privés, les ressources intermédiaires. Alors, il faut vraiment que ça se rende beaucoup plus directement. Donc, on a bien noté, là, on va s'assurer que ces hôpitaux que vous avez mentionnés, ils ont ce qu'il faut. Vide dans les hôpitaux? Oui, écoutez, là aussi, on note là, ce que vous venez de dire. Je sais qu'il y en a eu quelques-unes à Montréal, dans quelques hôpitaux, et on les a jugulées. Alors, c'est pas exclu que, malheureusement, malgré toutes les précautions qu'on prend, il peut y avoir, à des moments donnés, une éclosion, spécialement à Montréal, mais on la jugule rapidement, on prend toutes les mesures et c'est ce qu'il faut faire. Et habituellement, ça se calme au niveau de l'éclosion. On déplace les patients là, dans des zones chaudes et on maintient la zone froide, excluant les patients avec la COVID-19. Évidemment, il y a dans ces éclosions des employés qui peuvent être infectés et on les retire à ce moment-là pour une période de quarantaine. Alors, effectivement, c'est pas exclu qu'on ait des éclosions, mais on les maîtrise. Dans celles que je connais, là, on les maîtrise rapidement. Merci. Le temps file. On doit donc passer aux questions en anglais. We'll start today with Samuel Pouliot, CTV News. Question CTV News. Certaines personnes disent que le Québec a pris trop de temps à protéger les CHSLD et les aînés. La Commission des droits de la personne a reçu des plaintes. Est-ce que le gouvernement aurait dû agir plus tôt pour protéger les aînés? Je pense que nous avons fait ce que nous devions faire aussitôt que nous avons constaté le problème. Cependant, nous avons vu une évolution, une augmentation du problème. Aussitôt que nous avons remarqué qu'il nous manquait de monde, nous nous sommes mis à demander de l'aide, par exemple, de la part de l'armée. Donc évidemment, il est facile, après ou pendant une crise, de dire « Oh, vous auriez dû être mieux préparé avant la crise ». Bien sûr, mais vous savez, partout dans le monde, ce que je vois, c'est que les gens sont sous pression. Le système de santé est sous pression. Donc un jour, nous aurons l'occasion de répondre à ces requêtes. Maintenant, en ce qui concerne la rentrée scolaire, les syndicats et les groupes de parents indiquent qu'on ne les a pas consultés en ce qui concerne le plan qui sera produit la semaine prochaine. Est-ce qu'ils seront consultés avant que vous produisez le plan? Le ministre Roberge a discuté avec quelques représentants, et je pense que le grand chef du plan, c'est le secteur de la santé. Je ne suis pas un spécialiste, les enseignants ne sont pas des spécialistes. Ce que nous essayons de faire, c'est de nous assurer que tout le monde soit protégé. En même temps, et j'ai essayé d'expliquer ça avant, il faut que nous réouvrions la société graduellement. Il faut que nous ouvrions les écoles, les entreprises. C'est la seule façon de faire en sorte que la population soit immunisée doucement. Bonjour. Une question. Monsieur Legault, vous avez dit aux parents de garder leurs enfants à la maison. Maintenant, vous indiquez que l'immunité grégaire est cruciale. OK, c'est logique, mais qu'est-ce que vous dites aux parents qui sont anxieux par rapport à cette idée? Tout d'abord, je dis aux parents que personne n'est obligé d'envoyer les enfants à l'école. Donc, ils ont le choix. Mais vous avez besoin, il faut qu'ils retournent à l'école. Eh bien, j'essaie d'expliquer que c'est beaucoup mieux de réouvrir graduellement que d'envoyer 1 million d'enfants à l'école en septembre avec l'arrivée de la grippe. Il y aura alors la possibilité qu'une vague encore plus importante se dessine. Donc je pense que pour ces familles même,
c'est mieux d'avancer graduellement. Il faut faire bon usage des prochaines semaines et des prochains mois, plutôt que d'envoyer tout le monde à l'école en septembre. Malheureusement, on ne s'attend pas à obtenir un vaccin en septembre. Ça pourrait prendre 1 an, 2 ans. Donc, il faudra graduellement renvoyer les enfants à l'école. C'est mieux de le faire de façon graduelle que d'un seul coup. Deuxième question. Alors voilà, mesdames et messieurs, 2 éléments importants aujourd'hui à souligner. D'abord, il manque 9 500